Donc je vous rappelle le titre de cette session agencer donc des variables dans un monde de données. Et effectivement, c'était vos deux communications parlaient de cette question d'agencement finalement et de fixation. Ce nouveau titre de Damien est particulièrement intéressant en regard aussi avec la proposition de Julie, puisque dans ton intervention, Damien, tu suggères que le fait de fixer, de verrouiller, j'aime bien cette récupération du mot verrouiller, des éléments est un moyen d'ouvrir et de repenser notre rapport aux données et à l'agencement algorithmique des big data. Et toi, Julie, dans ton intervention, le fait de prendre ces images de sites supposément secrets, de les installer dans un espace d'exposition, est un moyen donc de faire une contre-visualité. Donc je trouve vraiment qu'il y a un lien entre vos deux propositions à ce niveau-là, par le biais de l'exposition. Donc une exposition qui là se joue plutôt à l'écran du côté de Damien, avec Julie plutôt dans l'espace de la galerie, mais surtout des dispositifs de monstration, des dispositifs de sélection qui sont une manière d'opposer à ce monde de données assez dévorant. Alors du coup, j'aurais une question pour chacun d'entre vous. Donc je vais commencer par Julie, puisque tu étais la première à intervenir. Tu as dit à un moment donné quelque chose avec lequel je suis pleinement d'accord, et c'était également en fait le point de départ. On l'a peut-être pas suffisamment souligné à l'introduction, mais c'était un peu le point de départ de ce colloque, de dire que la manière dont fonctionne le numérique, le vocabulaire qui va être employé, et notamment cette question de la variabilité, venait se déployer dans l'espace artistique, dans l'espace réel, dans notre rapport au monde sensible finalement. Et tu as dit, donc tu as montré comment il y avait tout un travail d'analogie, le bureau, les fenêtres, etc. Donc, comment on utilisait les mots de l'espace réel dans l'espace numérique. Et donc tu as dit que c'était aussi le cas, l'inverse c'était aussi le... Je voulais savoir si tu aurais quelques autres exemples donc, de cette appropriation du vocabulaire numérique dans l'espace. Ouais, Lev Manovitch en parle dans son ouvrage. Par exemple, il explique que la base de données qui est numérique, ça devient un nouveau mode d'agencement et de pensée. Et la pensée n'est plus forcément linéaire, mais peut-être plus sous la forme de constellation. Et je trouve par exemple que c'est assez spécifique dans les accrochages d'expositions, par exemple de photographies, où les images sont plus forcément linéaires. Alors il y en a encore bien sûr, mais où on a eu ces dernières années aussi des accrochages sous la forme de constellations. Alors ça a des racines plus profondes. L'Atlas, ça existe depuis avant le numérique, mais on voit quand même comment ces formes-là, elles reviennent aujourd'hui. On est plutôt sur une simultanéité des images plutôt que sur une lecture linéaire. Et peut-être que la base de données, le moteur de recherche qui propose des images de façon synchronique viennent redéployer ces formes-là. Et la deuxième forme dont parle Manovitch, c'est aussi l'idée de la navigation, de comment on navigue en fait au sein d'espaces qui devient une forme qui vient du monde numérique, les jeux vidéo par exemple, mais aussi la façon dont on navigue d'un site à un autre, et comment ça se redéploie aussi dans notre façon de penser le monde aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Justement, ça fait lien, je pense, avec les interventions de cet après-midi, notamment celle de Daniel Méo sur les œuvres en forme de constellation. Voilà. Et Damien, donc je voulais te demander, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est peut-être plutôt une remarque. Autant pour Gridflow, The Pirate Cinema, peut-être c'est un peu différent pour Predictive Artbot. On voit bien qu'effectivement il y a une sélection qui n'est pas du fait de l'artiste, il met en place un programme et les images qui apparaissent sont quand même vraiment automatisées. Dans ton travail, dans Tendre, il y a vraiment pour moi quelque chose de différent, puisque tu vas... ce qu'on voit en tout cas au début du film, c'est finalement plutôt un rapprochement colorimétrique que va faire le logiciel. Et c'est toi qui vas venir chercher, qui va vraiment faire un travail de sélection, qui va chercher dans ces images du sens. Et du coup, voilà, c'est quand même vraiment pour le coup la présence de l'humain beaucoup plus forte, je trouve, dans ce travail-là que dans le travail de... Alors, dans Predictive Artbot, je trouve qu'effectivement,
le travail du tweet et de cet ordre-là. Donc effectivement, est-ce que c'est pas le moyen, mais c'est peut-être ce que tu dis dans ta communication, finalement, ce qui compte dans tout ça, c'est la capacité à se réapproprier le sens. Ce que dit aussi un peu Antoinette Rouvroy. C'est une des tactiques. C'est une question, quand même. Ouais. Alors, je dirais pas que... c'est pas tout à fait ça quand je fais des recherches. Je dirais pas que je cherche le sens dans les images. J'essaie vraiment de, on va dire, suspendre mon jugement et de m'approcher justement d'un mode de traitement, on dirait algorithmique, artisanal, pour, dès que je détecte une image où il y a soit une tension, soit un apaisement, je vais la sélectionner. Parce que, là, vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais ça produit quand même des choses assez étranges au niveau du sens, justement, puisqu'on peut avoir des images très anodines de, un marché sur une place publique, avec au sol, en fait, c'est un parterre de présentoir, et ça va devenir des corps qui sont au sol, mais cette image intermédiaire est assez peu chargée au niveau du sens. Autant ça peut être une image tirée il y a eu un attentat, une image qui est sortie d'un attentat et qui va s'insérer dans ce flux-là, ou ça va être une image tirée d'une fiction, d'un film, qui va aussi s'insérer. Et moi, je ne fais pas du tout de choix dans ces différents registres, justement. Donc, il y a forcément un peu plus de sens parce que, effectivement, la notion de attendrir et de tendre, elle est quand même... on se l'approprie en tant qu'humain. Et peut-être qu'un algorithme pourrait le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans quelque chose où c'est un peu plus signifiant, effectivement, que les autres exemples. Et c'est pour ça aussi que je disais que ici, on est peut-être plus dans une forme de subjectivité composite, peut-être, que dans les autres. Et je voulais juste faire un petit... aller dans le sens de ta remarque du début sur la notion de fixité. Je pense aussi que c'est une question importante qui est d'avoir des points comme ça qui cristallisent des moments dans ce flux, justement. Et là, j'aime bien la notion de point de capiton, que là, j'emprunte à Lacan, qui parle aussi de points de fixation comme ça dans le signifiant pour justement que des significations émergent. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai que je trouve aussi que ce qui est intéressant dans ton choix de titre, c'est cette notion de tendre, l'attendrissement et la question finalement affective et émotionnelle aussi, dont on n'a pas forcément parlé, mais je crois que ce que dit aussi Antoinette Rouvroy sur le fait que les algorithmes viennent puiser, viennent prendre un peu nos comportements et sans qu'il y ait notre caractère humain et émotionnel, et qu'en fait c'est peut-être le moyen de s'opposer à ça, c'est de mettre en avant nos liens affectifs et émotionnels aux images qui nous lient entre nous aussi, en fait. Voilà. C'est juste une remarque. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ces deux conférences ? Oui ? Oui, c'était simplement une petite remarque, effectivement, par rapport à Gridflow et ton dernier travail. En fait, je pense qu'il y a pas mal de similitudes dans le fait qu'il y a une sorte de aussi ralentissement. Dans le sens, effectivement, il y a un discours qui est tenu par la question, effectivement, des big data, cet affichage permanent, etc. Mais je trouve qu'au contraire, le choix du programme qui a été fait, qui est très cinématographique, on peut suivre les images, on peut suivre les photogrammes, et finalement, il y a une temporalité humaine, même si dans le choix des images, c'est aléatoire, mais il y a c'est du génératif, et on est proche du partitionnement génératif. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, des fois une dissonance entre ce qu'on voit à l'image et finalement ce qui produit les images derrière, qui est effectivement ce foisonnement de data, etc. Par rapport à, c'est quoi déjà le nom, Pirate Cinéma, dans lequel effectivement là, la structure hachurée, etc. donne des temporalités beaucoup plus abruptes, glitchées, etc.
Mais voilà, c'était une remarque. Et je pense que le choix, on sait tous qu'il y a des hommes derrière les algorithmes. Et je pense que c'est un choix esthétique fort de donner ce ralentissement de l'image. Il y a aussi des femmes derrière les algorithmes. Pardon. Non, pas de réaction Je suis d'accord avec cette remarque. Oui. Oui, merci beaucoup pour ces deux contributions très complémentaires et très belles. J'aurais une question qui prolonge un peu la question de Carole aussi, qui va à la fois vers le sens des images, vers leur interprétation et vers le rôle du regardeur. Et puisque Benjamin a été cité, je prolonge un petit peu ces réflexions autour de l'auteur comme producteur, où il y a aussi une question très importante qui consiste à questionner les moyens de production. Et c'est quelque chose qui me taraude à chaque fois quand je regarde ces travaux autour des algorithmes et d'Internet comme le premier jour, etc. Et j'aimerais bien vous poser cette question par rapport à Mishka Henner. Là aussi, peut-être avec Benjamin et avec Brecht, avec cette fameuse phrase de la photographie des usines Krupp, où Brecht dit, finalement, qu'est-ce qu'elle dit, une photographie des usines Krupp sur la réalité des usines Krupp. Donc si j'applique ça à Mishka Henner, quelqu'un qui utilise effectivement des moyens de production de celui qui veut subvertir d'une certaine façon, qu'en est-il de cette image effectivement de sens. Et deuxième aspect, vers le regardeur, tout dépend bien évidemment comment on regarde, comment on interprète les images. Il y a un très beau travail de Haroun Farokhi qui questionne justement les questions ou les images aériennes, notamment de la Seconde Guerre mondiale, produites par les aviations et les avions américaines qui survolent aussi, entre autres, Auschwitz-Birkenau, mais qui n'analysent pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et après 1945, on va découvrir qu'effectivement, toutes les installations d'Auschwitz-Birkenau étaient captées sur ces images-là. Et Farokhi travaille justement sur cette question de ce qu'une société veut voir, peut voir à une certaine époque. Et ça concerne aussi l'intervention de Damien. Je me pose toujours un peu cette question des archives aussi, avec ces big data, notamment avec ce bouton capture. Est-ce qu'on pourrait dire que cet arrêt sur une certaine situation, sur le Zeitgeist, sans savoir vraiment ce que c'est, cet imaginaire, est-ce que ça peut devenir effectivement les archives d'aujourd'hui, du futur? C'est avec ce type de matériaux que les historiens des images vont travailler dans le futur. Et si oui, est-ce qu'on peut encore maîtriser, interpréter, donner sens à ces images? Alors, sur la question de la légende, effectivement, Walter Benjamin, je crois que c'est dans Petite Histoire de la photographie, montre les limites de l'image et la nécessité, en tout cas, dit-il, de la légende pour octroyer du sens à l'image. Et effectivement, là, chez Mishka Henner, on est complètement dans cette situation, à mon sens. Ce que je dis à un moment que sans la légende, on n'est pas capable, en fait, d'identifier ces lieux dont on voit que l'extérieur, exactement comme les usines Krupp dans l'exemple de Walter Benjamin. Et c'est le texte, le contexte, des choses qui sont de l'ordre peut-être du para-œuvre, ou en tout cas qui sont autour de l'œuvre, qui viennent permettre d'octroyer du sens à l'image. Mais l'image, elle est cet enregistrement qui vient nous dire voilà, ça a lieu, ça existe, ces lieux sont quelque part dans le monde. Et la légende permet de nous donner la nature de ces lieux. Donc ça, je pense que ça ne change pas énormément. Et de toute façon, ce lien entre texte et image, il reste complètement prépondérant. Et même sur Internet, les images ne sont pas présentées seules. Elles sont toujours prises dans un environnement qui vient orienter notre regard et nous accompagner dans le sens qu'on va attribuer aux images. Voilà, je ne sais pas si ça répond déjà à une première partie.
sur la question du texte de Benjamin, plutôt sur l'auteur comme producteur. Je crois que les artistes, quand ils viennent aujourd'hui se saisir d'Internet, ils viennent se saisir des algorithmes, c'est justement pour rentrer dans la matrice et travailler cette question de la production. C'est ne pas juste fournir des images, mais bien regarder comment ces images elles sont élaborées, comment elles arrivent jusqu'à nous, comment elles sont transportées. Et donc c'est ces chemins-là qui viennent altérer, subvertir cette idée chez l'auteur comme producteur d'altérer les modes de production. Je trouve qu'on la retrouve aussi par exemple chez Wilhelm Flusser quand il dit qu'il faut ouvrir la boîte noire. Chez Agamben, quand il dit qu'il faut profaner le dispositif, j'ai l'impression que c'est reformulé à différents endroits, mais cette nécessité de pas seulement s'intéresser à l'image, mais bien comment l'image advient, comment elle est produite, comment elle arrive jusqu'à nous. C'est le comment, en fait, qui est vraiment interrogé, à mon sens, pas seulement l'image. Alors moi, bon, je suis... très innocent par rapport à la question des archives. Donc je vais sans doute faire une réponse un peu naïve sur ce sujet, mais je vais quand même essayer de faire une réponse. Mon impression de l'archive jusqu'à aujourd'hui, c'est que pour constituer une archive, il y a aussi, j'ai l'impression, un moment de sélection. Et que avec cette extraction, ces captures, est-ce que c'est vraiment un moment une sélection suffisante? Est-ce qu'on ne va pas être croulé sous la quantité qui finalement ne sera plus exploitable justement par cette quantité? Moi, je pense que ça n'aurait pas vraiment cette fonction-là, cette œuvre, qui serait plus, on va dire, pour le non-spécialiste, le non-archiviste, un bon accès à ça, mais pour l'archiviste, je pense qu'il faudrait que c'est d'autres outils qui seraient plus pertinents. Et aussi, je pense que pour les archives, il faut avoir justement un peu l'origine de l'image, c'est-à-dire déjà de quel blog elle provient, quel texte l'accompagnait, à quelle date elle a été prise, etc. Chose qu'on peut faire sur le site, mais qui par contre disparaît quand on fait la capture. Donc, pour l'interprétation, si on est face à cette grille d'images, il faudrait inventer de nouveaux outils interprétatifs, je pense, pour pouvoir le faire.